Bien, il est midi 3. Je vais commencer cette session de bienvenue, bien démarrée sur AWS, comme tous les jours de la semaine. Lundi, j'avais fait un topo général. On a parlé de région, de zone de disponibilité. J'avais un peu parlé des services de compute, donc ceux qui vous permettent de déployer du code, des services de stockage et de réseau. Hier, nous avons été beaucoup plus en détail sur les services de calcul, EC2, les machines virtuelles, ECS, EKS pour déployer vos containers Docker et on avait terminé avec Lambda. Le sujet du jour, c'est le stockage, différentes options de stockage. On va parler base de données un peu, parce qu'on pourrait faire une session rien que sur les bases de données, et on va passer sur les différents systèmes de stockage. Vous avez certainement déjà entendu parler d'S3, on va aussi parler d'EBS plus en détail, et de EFS qui permet d'avoir des stockages managés NFS. Cette session est sur GoToWebinar où la plupart des gens sont maintenant. Vous pouvez aussi la regarder sur Twitch, c'est la première URL là-bas en haut. C'est sur twitch.tv/sebaws. C'est la même session. Je regarde les commentaires et les questions des deux côtés. Donc si vous posez une question, si vous avez une question, n'hésitez pas, essayons de la faire de façon le plus interactive. Cette session est en direct. Donc vous posez vos questions et j'y réponds dans le stream par la voix et la vidéo. Les questions, soit dans l'interface GoToWebinar, il y a mes collègues qui m'assigneront les questions. En principe, je devrais les voir. Il y a eu un petit problème, je ne voyais pas les questions avant la fin. Donc, soyez un peu patients si je ne réponds pas immédiatement à la question. Et les questions sur Twitch, également Twitch TV, Seb AWS. Je devrais si vous postez un commentaire, en principe, je devrais le voir là. Bon, ça c'était pour la logistique. Allons-y, on va rentrer dans les détails. Je dois vous dire aussi que cette session est essentiellement basée sur des démos. J'ai très très peu de slides, j'ai genre 4-5 slides, si on enlève les slides de titre. Et donc je vais mettre mes mains dans la console. Et j'espère que tout ira bien, que les dieux des démos sont avec nous, parce que vous savez, toujours les démos, il y a toujours un peu d'imprévu, mais c'est ça qui fait la vie réelle, c'est comme en situation réelle, comme vous êtes, vous, derrière votre console AWS, sur votre terminal. Et si j'ai des petits problèmes, vous pouvez avoir des petits problèmes aussi, ça me donnera l'occasion de les expliquer et de les débugger ensemble. Alors, en matière de stockage, on va parler de base de données, comme je l'ai dit pour commencer, S3, EBS, EFS, et puis n'hésitez pas à poser vos questions des deux côtés sur GoToWebinar ou sur twitch.tv/sebaws. Base de données, comme je l'ai dit hier, la plupart de vos applications, vous avez besoin d'une base de données, et la façon peut-être un peu naïve de faire, c'est de dire, allez, je crée ma base de données sur une instance Amazon EC2, je démarre une instance de machine virtuelle comme je l'ai fait hier dans la démo, et puis je me lance, je vais installer MySQL Postgres, et puis je gère tout à la main, je gère la scalabilité, s'il y a besoin de plus de stockage, je gère la haute disponibilité, je gère les permissions, je gère les backups, etc. Donc c'est beaucoup de temps perdu pour finalement des tâches qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée pour vos applications, et nous vous conseillons toujours d'utiliser des services managés. Un service manager, ça veut dire quoi? C'est nous qui gérons le service. Donc toutes ces choses à basse valeur ajoutée qui n'apportent vraiment rien à votre application, mais que tout le monde doit faire, toutes celles que je viens de citer, c'est nous qui les faisons et pas vous. Et pour les bases de données relationnelles, on a un service qui s'appelle Amazon RDS. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de bases de données disponibles sur AWS parce que nous sommes fermement convaincus qu'on n'est plus dans l'époque où une base de données suffit pour toutes vos applications. C'était un peu ce qu'on faisait il y a 50 ans, on avait une base de données relationnelle et on met tout dedans, quel que soit le service, quel que soit l'API, quelle que soit la structure des données, le type de données. J'ai même vu des clients il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, qui mettaient de l'HTML et des style sheets dans leur base de données et ils avaient un web server qui allait rechercher ces données brutes, ces blobs, avec des images et tout était dans la base de données. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Le modèle relationnel a fait ses preuves, il est bien connu depuis très longtemps, depuis à peu près 50 ans.
Et il convient très bien à certains types d'applications hautement transactionnelles, avec des schémas assez structurés. Et sur RDS, dont je vais vous parler après, ben c'est là que vous allez voir les bases de données relationnelles. Alors, ça peut être de l'Oracle, du Microsoft SQL Server, du MySQL, du MariaDB, du Postgres, ou une base de données qu'on appelle Aurora, qui est une base de données que nous avons conçue pour la haute disponibilité, avec un haut taux de réplication. Donc, il vous fournit finalement la même qualité de sauvegarde de données, les mêmes performances, mais pour un dixième du coût des licences que vous pourriez avoir chez un grand acteur de base de données traditionnel avec un logo rouge. Donc Aurora, mais c'est compatible avec MySQL ou Postgres, donc il n'y a pas de changement à faire dans vos applications. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Pour certains services, vous préférez la flexibilité du NoSchema, pas de SQL. On a plusieurs bases de données NoSQL. On a DynamoDB, qui est notre base de données qui a été conçue pour le panier d'achat d'AWS, donc une base de données à très faible latence, énorme scalabilité. Vous pouvez stocker des terabytes de données et elle est à latence constante. Mais si vous utilisez plutôt MongoDB par exemple, vous allez aimer Amazon DocumentDB, qui est une base de données entièrement managée, vous n'avez rien à installer, qui est compatible avec MongoDB. Et manque sur ce graphe-là aussi Cassandra. On a un service managé de Cassandra. Si vous faites du cache en mémoire avec Redis ou Memcache, Amazon Elastic Cache est un service managé où on installe et on gère le cache pour vous. Si vous faites de l'analytique, Redshift, un data warehouse. Si vous faites du big data avec Hadoop, avec des clusters Spark, Amazon EMR. Si vous utilisez du Kibana, du Logstash, Elasticsearch, il y a Amazon Elasticsearch Service. Si vous faites du streaming, il y a Kinesis ou Apache Kafka en service managé. Et puis pour la visualisation de tout ça, Amazon QuickSight. Donc ici, moi, je vais parler juste du premier là-bas tout en haut à droite, qui est Amazon RDS, la base de données relationnelle, et avec sa version Aurora. Donc je répète, Aurora, c'est une base de données qui est compatible avec MySQL et Postgres, qui est entièrement gérée. Vous n'avez même pas à gérer le stockage. Le stockage va grandir automatiquement en fonction de vos besoins. Les données sont répliquées sur 3 zones de disponibilité, donc 3 groupes de data centers indépendants, avec 2 copies dans chaque data center, donc ça fait 6 copies de vos données à chaque fois. Complètement isolées en matière de réseau, elles tournent dans votre VPC, donc il n'y a que vous qui pouvez y accéder, et avec encryption des données en transit avec TLS et au repos, donc les données qui sont stockées sur le stockage sont chiffrées. Pas de serveur à créer, pas de patch, c'est un peu comme Amazon S3, vous accédez à la base et puis c'est tout, tout se passe derrière la scène. Alors, pour voir comment ça marche, allons-y, on va dans la console d'AWS, donc typiquement vous allez commencer sur la console ici, je vais peut-être agrandir un peu l'écran et faire les tailles plus grandes, comme ça vous voyez mieux ce qui est lu. Ici, je suis dans la console EC2, donc pour démarrer une base de données RDS, je vais sur RDS, sans surprise, et l'écran se rafraîchit en quelques secondes et je vois la liste d'instances qui tourne. Ici, j'ai une démo RDS avec un endpoint régional et puis un endpoint pour écrire, donc faire des insert, update, delete, et un endpoint pour read. Et on voit qu'ils sont dans des zones de disponibilité différentes. Donc même si cette zone disparaît là, je garderai mon writer. Si cette zone-là disparaît, cette instance-là sera promue writer automatiquement. Évidemment, j'ai un endpoint régional également auquel je peux me connecter sans avoir à me soucier de la zone de disponibilité. C'est le service qui va load balancer vers la bonne instance automatiquement pour moi. Donc j'ai un endpoint en read-only, RO, et un endpoint en read-write. Avant de vous montrer que c'est une base de données tout à fait normale, je vais vous montrer comment la créer. Pourquoi j'ai créé avant la démo? Parce que ça prend 2-3 minutes à provisionner, je n'avais pas envie d'attendre avec vous. Mais une fois que vous l'avez créé, vous pouvez faire un stop, un delete, attention ça efface les données. Vous pouvez cloner cette base de données ou faire un réplica dans une autre région. Vous pouvez aussi restaurer votre base de données à un moment point in time, donc exactement comme elle était à telle heure, tel jour, etc. Ici, mon dernier Restorable Time date de 22 juillet à 12h10, il est 12h12, donc c'était il y a 2 minutes exactement. Mais évidemment, je peux spécifier une autre heure, je peux la voir comme elle était aujourd'hui à 8h du matin, par exemple. Donc ça, c'est mon instance de base de données. Je peux directement faire des queries sur cette base de données. J'ai créé
Ah oui, non, pas sur celle-là. C'est uniquement sur les bases de données Aurora serverless, sans serveur. Et ici, j'ai fait du Aurora avec des serveurs. Donc, j'ai choisi mes types d'instances DB R5 large. Mais donc, Aurora existe en deux options. Une option basée sur des instances EC2, mais que vous ne voyez pas, que vous ne gérez pas. C'est nous qui les gérons. Mais donc, vous retrouvez la nomenclature des instances EC2 qu'on a vu hier. Et puis, il y a une version serverless aussi qui peut scaler automatiquement et scaler jusqu'à 0. Pour créer une base de données, vous cliquez sur le gros bouton Create Database en haut à droite. On va faire le standard, comme ça il y a un peu plus d'options, vous verrez. On choisit Aurora, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle ou Microsoft SQL Server. La dernière fois que j'avais installé une base de données Oracle, je crois que c'était au siècle passé, ça avait pris quasiment la journée, le temps d'installer les patchs sur la machine, les dépendances, etc. Donc ici vous choisissez votre édition entre la version 12 et toutes ces versions, la version 11 même et la version 18 et 19. Ici on va prendre la version 19. Production ou DevTest. DevTest, ça va être juste une instance. Production, ça va être de la réplication sur plusieurs zones de disponibilité. On va dire qu'elle va s'appeler Database Oracle. Vous n'avez pas besoin d'acheter des licences chez Oracle non plus. Les licences sont incluses dans le prix. Si vous avez déjà des licences, vous pouvez évidemment les amener. Alors, on va prendre un mot de passe bien compliqué, parce que c'est juste une démo. Utilisateur admin, la taille de l'instance. On peut avoir des instances optimisées pour la mémoire ou des instances standards, et vous avez la liste là. Vous voyez qu'on peut monter à 96 vCPU, 384 Go de RAM et 14 000 mégabits par seconde de I/O. Les I/O, combien vous en souhaitez, quel stockage, Provision IOPS. Le stockage va scaler automatiquement. Dans quel VPC, dans quel réseau, et comment vous souhaitez faire l'authentification uniquement sur base de username password ou une authentification Kerberos. Alors celle-là, je ne vais pas la démarrer parce qu'elle va me coûter un peu cher. Ce serait 14 000 $ par mois. Mais souvenez-vous que j'ai demandé 1000 I/O par seconde. Et surtout, j'ai demandé 96 vCPU, 384 Go de mémoire. C'est un peu énorme. On va prendre la plus petite instance Oracle. Et là, ça descend à 434 $, inclus la licence Oracle. Hein, donc c'est pour ça que c'est assez cher. Si vous partez sur du MySQL ou du MariaDB, ça sera beaucoup moins cher. Vous cliquez sur Create Database. Et dans quelques minutes, on aura notre base de données Oracle. Je ne pourrais pas m'y connecter parce que je n'ai pas les outils Oracle installés sur ma machine. C'est juste pour vous montrer que c'est super simple, quoi. Voilà, là maintenant je vais prendre un café, je reviens et j'ai ma base de données Oracle. Je ne passe pas une journée à installer ma base de données. Si vous démarrez une base de données MySQL ou compatible MySQL comme AuroraDB, ben vous avez une base de données ici. Je vais prendre le endpoint qui existe déjà et je vais prendre un terminal pour vous montrer qu'on peut se connecter. Alors je me connecte sur une instance EC2 que j'ai déjà créée. Et puis sur cette instance, j'ai installé les outils MySQL. Donc je peux me connecter avec -h le hostname, -u le username et demander de rentrer le password, qui est mon password super sécurisé. Et je me retrouve dans une base de données tout à fait normale de MySQL comme je l'aime, etc. Donc je peux faire use demo, on peut faire un create database démo, elle existe déjà, create database, on va dire my app, on va faire use my app, puis on peut faire un create table notes pour une application qui prend des notes par exemple. On va avoir un ID qui sera de type big int primary key et il y a un texte qui sera c'est long string si je me souviens bien en long text de type voilà. Et puis une fois qu'on a créé ça, on peut faire insert into ma table note. On va dire ID 1 this is my first node into node, mais c'était d'abord, je vais d'abord mettre les colonnes. Je suis un peu rouillé en SQL, désolé. Texte et values, et ça normalement ça devrait le faire.
Et à partir de là, je peux faire un select to from notes. Et on voit que... donc tout ça juste pour vous montrer que c'est une base de données tout à fait normale. Ah, désolé, j'aurais peut-être le faire en plus grand, comme ça vous voyez le texte ici. Et vous avez plus de facilité pour lire. J'ai gardé mon terminal avec des grandes polices de caractères comme ça. Ça sera plus facile pour vous pour lire ce qu'il y a à l'écran. N'hésitez pas à poser des questions, hein, que ce soit sur Twitch /SebAWS, SebAWS sur twitch.tv ou sur GoToWebinar, à condition que je les vois, les questions. Peut-être que je les verrai en fin de session uniquement. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est RDS, ça vous permet de créer des bases de données et vous les utilisez dans vos applications. Quoi d'autre? Encore sur les bases de données RDS, il faut des groupes de sécurité. Si vous ne savez pas ce que c'était les groupes de sécurité, retournez dans l'épisode d'hier. Mais globalement, ce sont des filtres réseau qui disent quel est le trafic réseau qui peut rentrer sur votre instance. Ici, mon groupe de sécurité, c'est le même que mon groupe de sécurité de mon instance EC2 que j'utilisais ici. Et c'est pour ça que l'instance peut s'y connecter. C'est aussi pour ça que je ne m'y connecte pas depuis mon laptop, parce que je n'autorise pas des connexions venant d'Internet, mais uniquement des connexions venant de mon VPC. Je cherche l'endroit où se trouve le VPC, qu'on ne le voit pas ici. Ah, peut-être au niveau des instances. Les groupes ARN, Resource ID, Create Time Parameter, Instance Storage, Performance Insight. Bref, il y a un VPC qui est indiqué au moment où on crée, et je suis certain qu'on peut le changer évidemment. Subnet, voilà, VPC il est là et le Security Group il est là. Et donc le Security Group, si on clique dessus, on verra bien qu'il autorise le trafic sur tous les ports, mais uniquement si la source est dans le même Security Group. Et l'instance EC2 que j'utilisais, elle est dans ce Security Group, c'est pour ça qu'elle peut se connecter sur cette base de données. Donc voilà pour les bases de données managées sur AWS, RDS, super rapide évidemment, mais je voudrais parler des autres options également, des options pour stocker des fichiers, faire du file et du object storage. Alors il y a plusieurs use cases évidemment quand vous voulez stocker des fichiers, et plutôt que parler de services, je vais parler de use case. Donc ça dépend vraiment de vos applications. Si vous voulez avoir des volumes qui apparaissent comme des disques pour vos machines virtuelles, par exemple si vous migrez des machines virtuelles vers le cloud, ou si vous avez beaucoup de machines virtuelles, vous avez besoin de disques pour ces machines virtuelles, le service à utiliser c'est Amazon EBS, Elastic Block Store, et je vais vous faire une démo d'Elastic Block Store. Si vous avez besoin de file system partagés entre plusieurs machines, vous savez, un peu comme les serveurs Windows que vous pouvez utiliser pour faire des home directory ou des serveurs NFS, eh bien, nous avons des services managés également. Amazon EFS, c'est un file system managé pour NFS, et Amazon FSX for Windows File Server, c'est un système managé pour Windows. Manager, ça veut dire quoi de nouveau? Ça veut dire que vous ne devez pas démarrer d'instance, configurer le partage, définir les permissions. C'est nous qui faisons tout ça. Vous dites juste, j'ai besoin d'un file system partagé, et puis de la machine client, Windows ou Linux, vous montez et vous accédez à votre drive réseau ou à votre share NFS comme vous le feriez on-prem. Enfin, pour stocker des objets, pour stocker des fichiers, que ce soit des logs, des images, des vidéos, n'importe quel fichier. Pourquoi on dit objet et pas fichier? Parce qu'un objet, c'est un fichier plus des métadonnées associées. Donc, un stockage d'objets. Il y a Amazon S3 qui est le plus vieux service AWS, 14 ans, qui est un service entièrement managé où vous pouvez stocker autant de données que vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment ce que nos clients nous disent, c'est vraiment, voilà, soit on fait du backup and restore, on va aller mettre nos backups sur S3, où on fait des archives pour des raisons de compliance. Il y a S3, il y a une version glacier d'S3 pour de l'archivage à long terme. Ou alors on a besoin de Home Directory sur Windows, vous savez, un drive H ou un mount NFS, ça c'est plutôt Amazon EFS ou FSX. Ou alors on veut faire du data lake pour de l'analytique, déverser tout, là c'est plutôt S3, etc., etc. Donc il faut vraiment choisir en fonction du use case. Du backup, de l'archive, ça va être sur S3 typiquement, et éventuellement avec Storage Gateway qui va vous aider à amener des données de on-prem vers S3.
pour faire des backups de bases de données. Nos backups d'RDS, ils vont dans S3 automatiquement, mais vous pouvez également les mettre sur EFS. Pour les Home Directory, Amazon EFS pour Linux, c'est du NFS Manager, FSX pour Windows. Et pour vos applications business critical, EBS, EFS, FSX, ça dépend un peu de vos applications. Donc on va regarder tout ça en détail dans une démo. J'ai envie de passer plus de temps dans la console que dans les slides. C'était mon dernier slide d'ailleurs. Donc je vais commencer avec quelque chose de relativement facile, c'est Amazon S3. Donc S3 c'est pour stocker des fichiers. L'unité de travail sur S3 c'est le bucket, un seau en français. On peut voir ça comme une top level directory. Vous pouvez créer un bucket. Hello, démo, Sepsto. Vous dites dans quelle région il est et puis vous configurez différentes options, notamment de chiffrement, de log. Vous pouvez taguer vos buckets et puis surtout vous allez mettre les permissions. Par défaut, on va bloquer les accès publics à ce bucket puisque S3 ne tourne pas dans un VPC, il a une API HTTPS publique. Et donc par défaut, on bloque tous les accès publics et puis après vous pourrez donner des accès spécifiques à ce bucket. Donc un bucket, il est vide et par défaut, les permissions, c'est juste block all public access. Si vous voulez que quelqu'un d'autre que vous ait accès à ce bucket, vous pouvez créer des bucket policy. Il y a aussi un autre vieux mécanisme, mais c'est plutôt pour la rétrocompatibilité. Je vous conseille de partir sur les bucket policy si vous devez partager un bucket. Ce qui est important de savoir, c'est que les accès publics sont bloqués par défaut. Dans ma machine ici, si je fais AWS S3 LS, je n'ai pas la permission d'accéder à mes buckets parce que cette machine n'a pas la permission de le faire. Donc là, je vais plutôt ouvrir un shell sur mon laptop. Et là, mon laptop, lui, il a accès à tous les buckets. Donc je peux accéder à la console soit comme ceci, avec l'interface web. Je peux uploader un fichier. Je vais prendre un fichier qui est dans ma directory download par exemple. On va prendre ce fichier là et voilà, j'ai un fichier uploadé, enfin, qui va être uploadé dans quelques secondes sur mon bucket S3. Il faut savoir que dans S3 il y a plusieurs tiers de stockage. Donc il y a le tiers standard qui est le plus cher et puis il y a des tiers qui sont moins chers, mais où on fait moins de réplication de vos données. Donc, au lieu de répliquer sur 3 availability zones, on peut répliquer sur one zone, par exemple. Ou on peut archiver pour du long terme. Donc là, ça coûte très très peu par kilo, par gigabyte par mois. Mais en revanche, on demande que vous laissiez vos fichiers 90 jours minimum. Ou 190 jours. Le stockage est encore moins cher, mais vous ne pouvez pas récupérer vos fichiers. Donc en fonction de vos use cases, vous allez choisir un tiers de stockage. Ce tiers de stockage se fait au niveau du fichier. Chaque fichier peut avoir dans un même bucket des tiers de stockage différents. Une fois que j'ai mon fichier ici, on peut aller voir hello, c'était quoi le nom du bucket? Demo, Sepsto je suppose. Et là, on voit qu'effectivement, il y a le fichier qui est là. Avec la ligne de commande AWS, il y a toutes les commandes Unix. Vous pouvez faire des copies, vous pouvez faire des moves, vous pouvez faire des remove, vous pouvez effacer un fichier. Et la commande que moi je préfère, c'est sync, qui permet de synchroniser une directory locale avec. Donc je synchronise ma directory download avec cette directory là. Et il va détecter les changements automatiquement et envoyer les fichiers automatiquement. Donc là, vous voyez tous mes fichiers dans ma directory download. Et si je rafraîchis ici mon bucket, vous voyez que tout ça est disponible maintenant. Je ne peux pas effacer un bucket quand il y a des données dedans, donc je dois tout effacer manuellement. Heureusement, la console me permet de faire ça. Et puis, une fois que c'est fait, je peux effacer ce bucket. Je ne pense pas que je puisse le faire d'ici, je vais le faire à partir d'ici. Ou je peux le faire en ligne de commande, évidemment. Tout ce que je fais dans la console est aussi disponible en ligne de commande. Alors, évidemment, effacer un bucket, c'est assez violent comme opération, donc on demande une confirmation qui est de taper le nom du bucket. Type the exact bucket name, c'est pas hello, ah non, c'est hello demo
oups, des mots Sepsto confirm et le bucket va être effacé. Voilà, pour une brève explication d'S3, vos fichiers sont répliqués sur 3 availability zones, ce qui leur donne une très grande durabilité. S3 peut également servir à hoster des sites web statiques, donc S3 peut être un web serveur. Si vous faites ça, le plus simple c'est d'utiliser Amplify, un outil en ligne de commande qui va vous permettre de faire du hosting. Vous faites Amplify adds host dans un projet Amplify et Amplify va automatiquement configurer un bucket pour vous pour faire du hosting avec du CDN devant. Donc c'est le moyen le plus efficace de hoster des sites web statiques, donc typiquement des applications React vues sur le cloud AWS. Il y a une vidéo d'un meet-up en français que j'ai fait il y a quelques semaines qui explique Amplify. On vous montre tout ça très très en détail. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, youtube.com/sepsto et vous y trouverez ce meet-up Amplify. Des problèmes qui sont comment Ensuite, utiliser Amplify. si vous ne spécifiez pas de backend ici, regardez. Amplify va vous automatiquement. Cela si vous voulez hoster des applications sur S3. S3 permet d'être appelé depuis vos applications aussi. Donc, si vous avez des applications web ou mobiles qui traitent des photos, des vidéos, ben S3 c'est le bon endroit pour les mettre. Et on vous montre ça dans le Meetup également. On fait une application web qui va stocker des images sur S3. Voilà. Alors, quelques questions. Adama nous dit, est-ce qu'on peut se connecter directement sur une console de base de données MySQL, par exemple, sans passer par une instance EC2 ? Oui, on peut se connecter directement sur une console sans passer par une instance. Je pourrais le faire depuis mon laptop. Ici, je ne suis pas certain d'avoir la commande MySQL installée, donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. L'autre raison, et les plus importantes pour laquelle je ne l'ai pas fait dans la démo, c'est parce que les bases de données RDS fonctionnent dans un security group. Et donc vous pouvez, un security group, c'est un filtre, réseau qui dit qui a le droit, quelles sont les adresses IP qui ont le droit d'initier une connexion vers la base de données. Et si je devais le faire depuis mon laptop, je devrais créer un security group qui autorise des connexions depuis Internet. Alors évidemment, je pourrais limiter depuis mon adresse IP à moi, mais je préfère éviter ça tout à fait et uniquement autoriser les connexions si elles viennent de mon VPC. Et c'est pour ça que dans le security group ici de Amazon RDS, je dis j'autorise les connexions sur n'importe quel port range, vous voyez c'est 0.65.535, mais uniquement si la source est dans le même security group. Et comme ça, il n'y a que les machines dans le même security group qui peuvent y accéder. Alors, vous pourriez créer un security group pour vos application servers. Vos application servers peuvent se connecter à vos bases de données. C'est un moyen très classique d'autoriser les connexions. Mais l'idée, c'est vraiment de restreindre les connexions réseau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne laissez pas des bases de données ouvertes sur Internet, donc avec un security group qui serait comme ceci, où j'autorise n'importe qui 000/0. Donc n'importe quelle adresse IP peut se connecter sur votre base de données. Parce que vous allez vous faire hacker, c'est à peu près certain. Il y a des bots qui scannent les ranges d'adresse IP d'Amazon et des autres cloud providers en permanence. Donc vous allez vous faire hacker. Donc essayez de restreindre le plus possible les accès à vos bases de données. C'est pour ça que je les restreins à ce security group. Et c'est pour ça que j'utilisais une instance EC2 ici pour me connecter à la base de données. Non seulement il y a la protection du mot de passe évidemment, mais il y a aussi les protections réseau. Pour diminuer les coûts, je comprends la question évidemment, parce qu'il faut payer cette instance EC2. D'abord, il y a les instances EC2 gratuites dont je parlais hier, les T2 Micro, qui sont gratuites à raison de 750 heures par mois, donc une instance 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez l'arrêter, la démarrer uniquement pour faire vos opérations. L'autre solution, ce serait d'écrire un petit script éventuellement pour aller changer le security group au moment où vous devez travailler. Et vous changez le security group et vous autorisez les connexions depuis votre adresse IP. Ça, c'est une solution également.
cherche mon security group pour le remettre. Ah, j'aurais pu faire cancel. Et donc vous pourriez imaginer un petit script qui va changer le security group, autoriser l'accès depuis votre adresse IP, et puis rechanger le security group juste après. Ça marcherait. Il ne faut pas oublier de tourner le script juste après, parce que sinon vous laissez l'accès ouvert. Donc voilà pourquoi. Est-il possible d'exporter les instances AWS RDS vers votre propre compartiment S3? Alors, si vous faites, j'ai pas parlé des backups RDS, donc on fait un backup par jour automatiquement. Donc tous les jours, il y a un backup, on appelle ça automated backup ici. Il y en a un qui a été fait déjà de la base de données Oracle. Ces backups sont stockés sur S3, mais sur un S3 à nous, vous ne le voyez pas. Vous pouvez faire aussi des snapshots. Un snapshot, c'est un backup, mais que vous faites à un moment donné. Donc, je choisis mon instance, ici ma démo, et je donne un nom à mon snapshot et je crée un snapshot. Donc, ce snapshot, par défaut, il va être stocké de nouveau sur un bucket S3 managé à nous. Mais vous pouvez les partager, donc vous pouvez décider de les partager avec un autre compte AWS, vous pouvez les restaurer, vous pouvez les copier vers un autre compte ou vers une autre région et éventuellement les effacer. Pourquoi tout cela n'est pas disponible pour le moment? C'est parce que je viens de le créer et je suppose, oui voilà, il est en statut creating, c'est pour ça que ces options sont désactivées. Et depuis peu, effectivement, vous pouvez exporter sur Amazon S3. Mais pour le moment, il faut déjà attendre que mon backup que mon snapshot soit terminé. Et puis vous avez export sur Amazon S3 pour les snapshots RDS. Dans la question, c'était une question de Mosun André qui a parlé de compartiment S3. C'est effectivement la traduction française de bucket S3. Yves Freddy, do we need to pay to use AWS Console for lab practice? Ça dépend des labs. Il y a des labs qui sont gratuits. En fait, sur AWS, il y a un free tier.amazon.com/free qui décrit tous les services que vous pouvez utiliser. Donc S3, les 5 premiers gigas sont gratuits. RDS, vous avez droit à 750 heures, donc une instance 24 sur 24, 7 jours sur 7, gratuite, pendant 12 mois. Même chose pour EC2, même chose, etc. etc. Donc vous allez sur aws.amazon.com/free et vous voyez. Donc si votre lab utilise ces services-là, votre lab est gratuit. Sinon, vous pourriez payer un tout petit peu pour le lab. Si vous faites des labs, n'oubliez pas de toute façon d'effacer toutes les ressources que vous créez après. Bien, deuxième partie de la démo. On va, je regarde sur Twitch, pas de questions pour le moment non plus, n'hésitez pas à taper vos questions. Deuxième partie de la démo, EBS. Donc EBS, ce sont des volumes blocs qui sont accessibles à partir du réseau. Donc le seul moyen d'accéder à un volume EBS, c'est une instance EC2. Donc c'est un service un peu comme un SAN, c'est le même concept. Ce sont des volumes que l'instance voit comme du block storage et donc vous devez créer un file system dessus. Donc ici, j'ai mon instance qui est créée. Par défaut, elle a un volume EBS qui a été créé. C'est son volume de boot où il y a le système d'exploitation qui est installé. Est-ce qu'on le voit ici quelque part, le volume EBS? Oui, devrait être quelque part. Il y a beaucoup de choses. Ah voilà, EBS Optimize, Root Device, Block Device. Donc on voit le device et on voit que c'est un volume EBS et on voit le volume ID. Si je clique dessus, je me retrouve dans la console EBS qui est ici un peu en dessous, hein, Elastic Block Store. Et vous voyez que j'ai mon volume qui s'appelle Storage Demo. J'ai d'autres volumes parce que j'ai d'autres instances EC2. Même quand les instances EC2 sont arrêtées, les volumes restent. Vous voyez, c'est des petits volumes. Hein, le volume de boot est 10 Go, 8 Go. Donc ici, on va créer un volume. Alors pour créer un volume, je dois d'abord regarder dans quelle availability zone tourne mon instance, parce qu'une instance ne peut attacher un volume que dans le même data center. C'est normal pour des raisons de latence. Et ici, on voit que je suis dans EU West 3C. Donc je clique sur volume, je fais create volume. Et il y a plusieurs types de volumes en fonction des I/O dont vous avez besoin. Si c'est une grosse base de données ou du stockage à froid, vous allez utiliser du General Purpose, du Provision IOPS, du Code HDD, ça ce sont des disques rotatifs
magnétique standard, ça coûte moins cher, c'est plus lent, mais pour certaines applications, ça convient bien. Ici, je vais prendre un general purpose, on va dire un volume de 100 Go. 100 Go, j'aurai 300 IOP en baseline, et je peux monter à 3000 en burst pour des périodes de temps. Dans quel data center, dans quelle availability zone je veux mon volume? 3C. Est-ce que je pars d'un snapshot? Non. Est-ce que je veux que ce volume soit chiffré? Oui. Et vous pouvez gérer la clé de chiffrement vous-même avec le service EBS, KBS par exemple. Ici, je ne vais pas le chiffrer, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une possibilité. Name, on va l'appeler secondary volume. Et je crée mon volume de 100 Go. Alors la console revient tout de suite, mais le volume n'est pas disponible tout de suite. Il faut un tout petit peu de temps pour le créer, mais là, voilà, c'est fait, il est là, il est available. Donc là, j'ai un disque dur qui est sur EBS. Ce n'est pas vraiment un disque dur, c'est un volume. C'est répliqué, c'est à travers le réseau, etc. Mais le concept logique, c'est comme si c'était un disque dur. Alors ce volume, je peux l'attacher à une instance. Donc je vais l'attacher à mon instance et il me montre les instances qui tournent dans la même availability zone. Ici, j'en ai qu'une, c'est storage demo. Donc je vais attacher mon volume à cette instance. Ça prend 2-3 secondes jusqu'au moment où il met in use. Donc ici, si je retourne à mon instance et que je tape lsblk, on va voir que j'ai effectivement un volume de 100 Go qui est disponible ici, qui est monté à travers NVMe. Alors NVMe, c'est un standard, c'est NVM Express. Je vous ai pris la page Wikipédia ici si vous voulez en savoir plus. C'est un standard pour accéder à des disques PCI de haute performance et les drivers NVMe sont installés automatiquement sur certains types d'instances Amazon EC2. Si on regarde le type de fichier que c'est, ce block volume NVMe1N1, ah oui, évidemment, tout ça doit se faire en route, donc je vais passer en route, ça sera plus facile, ça m'évitera de devoir taper sudo à chaque fois. On voit que c'est du data, et là-dessus, je peux faire un NKFS, le type de file system que vous voulez, je sais pas, ici, XFS par exemple, dev NVMe1N1, et voilà, j'ai mon file system. Si je reprends ma commande file, maintenant on voit que c'est bien, il y a un file system XFS qui a été créé là-dessus. Alors je vous fais une démo sous Linux, mais c'est la même chose sous Windows. Hein. Vous devez utiliser Disk Manager pour voir le disque, le formater en NTFS. Et puis après, il ne reste plus qu'à le monter. Hein. TXFS. Qu'est-ce qu'on veut monter? NVMe1N1. Et on va le monter sur /MNT. Et donc maintenant, dans mes montes, j'ai ici tout en bas un file system monté correctement et je peux aller sur MNT. Alors évidemment, ce file system, il est vide, donc je peux dire un touch welcome. On peut utiliser un petit figlet pour dire welcome to Amazon EBS et mettre ça dans un fichier qu'on va appeler banner.txt. Figlet, c'est un petit utilitaire que j'ai installé sur la machine avant et qui fait de l'ASCII art welcome to Amazon EBS. À tout moment, évidemment, je peux détacher, unmount ce file system. Hop, là, il est unmounté, donc si je fais lsmnt, il n'y a plus rien. À tout moment, je peux aussi prendre un backup, une copie, on appelle ça un snapshot, on fait create snapshot, snapshot démo, et on aura une copie binaire de mon volume. Les snapshots sont incrémentaux, donc chaque fois que vous en prenez un, il va copier que le delta. Il y a un petit coût par mois, évidemment, pour stocker des snapshots. Les snapshots, vous pouvez les restaurer quand vous le souhaitez. Donc les snapshots, ils apparaissent ici. Et on voit que j'ai mon snapshot de 100 Go qui est en cours de création. Il n'y a quasiment pas de données sur le disque, donc ça devrait aller très vite. Dans quelques secondes, une minute de plus, on devrait avoir le snapshot qui est disponible. Une fois qu'on a un snapshot, on peut faire des tas de choses avec un snapshot. On peut l'effacer évidemment, on peut recréer un nouveau volume. On peut créer une image bootable, on peut copier et partager des snapshots avec d'autres. J'essaie d'en sélectionner que un, voilà. On peut copier un volume
un snapshot pardon, dans une autre région pour des fins de disaster recovery par exemple, ou éventuellement on peut les chiffrer. On peut aussi partager des snapshots avec d'autres comptes AWS en modifiant les permissions. Voilà, on voit ici que mon snapshot a été créé. Donc si je veux le partager avec quelqu'un, je tape l'ID du compte, ou je peux même mettre mon snapshot public et laisser n'importe quel utilisateur AWS utiliser ce snapshot. Attention, si vous faites ça. Maintenant que j'ai mon snapshot, je vais effacer mon volume secondary volume, delete. Pour ça, je dois le détacher d'abord de la machine. Ça devrait être très rapide. Ça a toujours l'air long quand on est dans des démos, mais au fait, ça prend vraiment que quelques secondes. Et quand il est available, à ce moment-là, je peux effacer le snapshot. Et là aussi, il va rester en phase deleting pendant quelques secondes. Donc voilà, j'ai perdu mon volume. Mon beau Welcome to Amazon EBS, il est plus là pour le moment. Mais justement, j'ai un snapshot, donc je peux recréer un volume. Et on va faire crier de volume à partir de mon snapshot. On choisit la taille de ce volume, on peut le changer. Attention, si vous le changez, vous devez aller aussi changer la taille du file system dedans. Donc il faut faire un modify file system, FSCK, et puis j'ai oublié la commande Linux, mais enfin une commande Linux à taper. Sur Windows, même chose, il faut faire un resize du file system. Donc ici, je ne vais pas le faire. On choisit l'availability zone, 3C, parce que je devrais le rattacher à la même instance. Et dans quelques secondes, on va voir que j'ai un volume de 100 gigas, il est là, je ne lui avais pas donné de nom, qui est disponible et qui a été recréé à partir de mon snapshot. Donc de nouveau, je peux attacher ce volume à mon instance. Cette fois-ci, je ne dois plus formater mon volume puisqu'il a été recréé à partir de mon snapshot, donc je peux simplement retaper ma commande de mount pour dire je vais remonter ce volume, et en principe on devrait retrouver tous les fichiers qu'il y avait sur ce volume, et effectivement on trouve un welcome vide et on retrouve ma bannière welcome Amazon EBS. Donc tous les bits et bytes, les blocs ont été stockés. Depuis très peu, la semaine passée, on a une API également qui permet d'accéder aux snapshots. Vous pouvez même créer des snapshots à partir de vos machines sur un data center ou dans un autre cloud. Donc il y a une API qui vous permet de créer des snapshots, de modifier des snapshots, de lire des snapshots également si vous écrivez des softs de backup. Question de Guylaine qui nous dit: est-ce possible d'obtenir des vouchers free après avoir suivi ces formations pour passer la certif fondamentale? Je ne pense pas qu'il y a moyen d'avoir des vouchers, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la plupart des services ont un free tier. En tout cas, tous les services dont on parle dans les certifications ont un free tier. Et pour connaître la liste des services et les quantités qui sont gratuites, vous allez sur amazon.com/free. Et tous les services dont on parle dans la certification ont un free tier, donc vous pouvez jouer avec tous ces services pour apprendre, pour découvrir, pour préparer vos certifications sans débourser 1 centime sur AWS. Donc voilà, on a parlé de RDS, on a parlé de S3, on a parlé de EBS. Je vais juste nettoyer après moi, donc je vais détacher mon volume ici, link, ça j'oublierai pas plus tard. Je peux effacer mon snapshot aussi, le snapshot de 100 Go, delete. Et une fois que mon volume est détaché et in use, je peux faire un delete volume. Comme ça, je ne paye pas pour ce volume. Donc ça, c'est une best practice, hein. Nettoyez derrière vous, comme ça vous ne payez pas pour ces volumes. Il y a un coût de stockage par mois pour les volumes, puisque ça consomme de l'espace de stockage chez nous. Dernier service dont j'aimerais bien vous parler aujourd'hui, il me reste 13 minutes pour le faire, c'est EFS. Donc EFS, c'est un service managé pour faire du NFS. Alors, si vous avez déjà fait du NFS, vous savez que NFS est un standard d'accès file system à travers le réseau qui a été créé par Sun Microsystems au siècle passé, société qui n'existe plus, qui a disparu depuis. Mais NFS est le moyen standard d'accéder à des fichiers pour des machines Unix. C'est un peu l'équivalent du Samba ou du Windows File Sharing sur Windows. Créer un serveur NFS sans Elastic File System, ça veut dire quoi? Créer des instances EC2, créer des volumes EBS comme on vient de le faire, les attacher. Vous êtes responsable alors des backups, de la permission, et puis il faut donner accès
à ces volumes. Donc il faut installer les soft NFS, les configurer, s'assurer que vos serveurs EC2 soient toujours up and running. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé deux services de file system manager, Elastic File System pour NFS et FSX pour Windows, qui est un service entièrement managé pour des services Windows. Donc celui-là n'est pas disponible à Paris. Mais dans les deux cas, vous faites create file system, vous choisissez le type de file system, quelques paramètres donc de taille, de réseau, etc. Et puis vous pouvez utiliser ce file system à partir de Windows. Alors j'ai pas de machine Windows là sous la main, donc je vais le faire plutôt avec EFS. Même chose, vous créez un file system, vous donnez un mot, démo 2, le réseau dans lequel vous voulez créer ce file system, et voilà, vous avez le file system qui est créé. En fait, il est creating, ça prend un tout petit peu de temps. Et ce file system, par défaut, il fait 6K, et donc ce file system, il va grandir automatiquement en fonction de vos besoins. Ici, je suis dans la région Irlande, je n'ai pas d'instance en Irlande, donc je ne vais pas le conserver, donc on va juste l'effacer. Hop. Ah, il me dit qu'il faut d'abord aller effacer les mount targets. Ok, on va effacer les mount targets. Ah, ils sont toujours creating, c'est pour ça que je peux pas. Ok, donc j'attendrai un peu, j'irai effacer ça après. Je reviens sur Paris. Comme vous voyez, ça prend 2-3 secondes de créer un file system. Donc j'en ai déjà créé un, je l'ai appelé My Home Directory. Et quand on crée un file system, on reçoit des mount targets, donc on reçoit des adresses IP où on peut se connecter, où nos machines peuvent se connecter. Alors ces mount targets, ils ont évidemment un security group, comme toujours. Donc vous ne faites pas ce que vous voulez, vous devez définir quelles sont les machines, quelles sont les adresses IP qui ont autorisation d'y accéder. Ici, de nouveau, j'ai mis le security group par défaut, ce qui permet à mon instance Amazon EC2 qui est ici d'accéder aux mount targets. Une fois que vous avez les mount targets, c'est un mount NFS tout à fait normal. Donc il faut avoir les outils NFS installés et puis c'est mount-t NFS, l'adresse IP. Je l'invente. Et le file system ID fs123 sur /mnt. On a aussi des outils étendus NFS, des outils spécifiques pour EFS qui connaissent les points de connexion multiples, où là vous donnez juste simplement le file system ID et nos outils vont détecter les adresses IP correctes et donc vous ne devez pas vous connecter sur une availability zone. Il y a de la redondance, il y a du load balancing. Si jamais il y a une zone de disponibilité qui disparaît, on peut faire le mount à travers cela. Vous pouvez configurer cela dans etc fstaff comme d'habitude. Vous mettez le file system ID, vous mettez le mount point, EFS si vous avez installé les outils EFS de mount, tout ça c'est très bien expliqué évidemment dans la doc, mounting EFS file system pour installer les Amazon EFS tools, ce sont des outils gratuit, mais donc ça s'installe juste avec un sumo un sudo yum update sudo yum update Amazon EFS utile. Une fois que vous avez ça, vous pouvez monter les file systems en EFS plutôt qu'en NFS, et donc l'avantage c'est pour répartir la charge et surtout faire des failovers en matière de haute disponibilité entre les différents nœuds. Mais une fois qu'on a ça, on peut faire un mount moins all, on va faire FV pour avoir un peu plus de détails, slash c'est déjà fait, et là je me retrouve avec mon file system NFS monté, et donc je peux aller écrire dessus comme je l'ai fait tout à l'heure. On peut faire un touch welcome. Ouais, j'ai pas mis les permissions NFS, sudo touch welcome. Ah
ah oui, c'est uniquement, ouais, enfin voilà, c'est les permissions NFS standard qui s'appliquent. Ici, peut-être qu'avec cet utilisateur-là, je pourrais y accéder. Pas sûr. Ouais. Donc ici, avec l'utilisateur EC2 user, j'ai le droit de pouvoir écrire là. Alors pourquoi et comment j'ai limité à EC2 user et pas root comme c'est fait par défaut? Parce que j'utilise justement Amazon EFS utile et parce que dans la console EFS, non seulement il y a les aspects réseau, là c'est le mode-point NFS traditionnel, mais on a aussi depuis peu des access points. Et des access points, c'est très pratique pour limiter les accès à certains utilisateurs ou certaines applications. Par exemple, sur un file system NFS, vous pouvez créer un access point pour My App, dire qu'il ira directement dans la directory My App du mount-point et pas à la roue du file system, et limiter à certains POSIX User ID. Et c'est ici que j'avais mis pour l'autre access point 1000, qui est mon utilisateur EC2 user. Et vous pouvez également donner les permissions par défaut sur un group ID ou un user ID au niveau Unix. Donc, utilisez des access points si vous voulez limiter l'accès à certaines applications ou configurer qui a accès au file system. Une fois que vous avez un access point, vous recevez un access point ID ici et vous pouvez le rapporter dans votre commande mount ou dans votre FS tab. Ici, vous voyez que j'ai le file system ID, le mount point, le type EFS, et puis ici j'ai access point ID avec l'access point qui permet d'accéder. C'est pour ça que uniquement mon utilisateur EC2 user, que je suis ici, a le droit d'aller écrire quelque chose, hello, dans la directory ainsi montée. C'était MNT, hop. Voilà. Quoi d'autre? Il est quelle heure? Il est 12h55. Ben, on va faire un petit recap. Ah, si, peut-être encore une chose sur la gestion des mots de passe pour RDS. Ne stockez pas vos mots de passe dans vos applications, ce n'est pas une bonne idée. Le meilleur moyen pour stocker les mots de passe dans Amazon, c'est RDS. Pardon, c'est Secret Manager. Secret Manager, c'est un service pour stocker des secrets. Donc vous pouvez stocker un nouveau secret. Ça peut être juste une chaîne de caractères, une API key ou des credentials for RDS. Vous pouvez y mettre votre username, votre super secret password. Vous définissez comment ils sont chiffrés et vous dites quelle base de données pourra avoir accès à ce secret. Vous donnez un nom, mon secret, une description, des tags, vous éditez les permissions, quels sont les rôles IAM qui peuvent accéder au secret, et surtout, vous pouvez activer de la rotation automatique de secret. Donc, tous les 30 jours, dans ce cas-là, il y a une fonction lambda qui va être déclenchée, qui va se connecter à la base de données avec le vieux mot de passe, qui va faire un changement de mot de passe et stocker le nouveau mot de passe, un mot de passe aléatoire, dans Secret Manager. Et donc, de cette manière, vous pouvez atteindre des objectifs de compliance qui dit que les bases de données doivent avoir une rotation de mot de passe tous les X jours. Alors, cette fonction lambda, elle peut être créée pour vous automatiquement par Secret Manager, ou si vous en avez déjà une, vous pouvez la réutiliser. Mais le plus simple, c'est d'utiliser une fonction lambda que Secret Manager va créer pour vous. Alors ici, j'ai déjà fait, j'ai un secret que j'ai appelé démo RDS, et la console vous donne également le code pour accéder au secret depuis vos applications clientes, que ce soit en Java, en JavaScript, en C#, en Python, en Ruby. Il faut évidemment que vous ayez les permissions d'accéder à Secret Manager. Ici, mon instance EC2 est la permission d'accéder à Secret Manager, et j'ai fait un copier-coller du code. J'ai pas il est où mon code? Ah, il est dans ma directory home évidemment. Et donc j'ai fait un copier-coller du code qui est là dans la console. La seule chose que j'ai rajouté, c'est un point d'entrée pour dire if name égale main get secret. Donc j'appelle ce get secret.
Et j'ai rajouté aussi un print get secret value response, comme ça on voit ce qui se passe sur le secret value. Mais si vous regardez le code, c'est super simple. Hein. C'est du code Python ici, on crée une session sur secret manager dans la région où je suis, et puis on appelle simplement get secret value avec le secret name qui est demo RDS. Et ça nous donne un get secret value response que je vais imprimer à l'écran. Donc on va exécuter ça pour terminer la session d'aujourd'hui. On fait Python. Il faut installer la dépendance, le Boto3 qui est le SDK Python pour accéder à AWS. Mais si on fait ça, on voit qu'on reçoit un JSON, enfin un objet Python. Le nom c'est demo RDS. Et vous allez voir mon super password ici. Voilà, mon secret il est là. Password et username admin. Évidemment, je vais effacer cette base de données dans quelques minutes. Donc, ce n'est pas un leak de sécurité. De toute façon, elle est protégée par le security group aussi. Vous devez être dans mon VPC pour accéder à cette base de données. Donc, si vous stockez des secrets de mot de passe de base de données, utilisez Secret Manager, activez la rotation automatique. C'est le moyen le plus sûr de sécuriser vos secrets. Pas de questions sur GoToWebinar. Une question sur Twitch. J'ai une instance EC2 qui tourne en boucle. Chaque fois que je l'arrête, elle se lance. Comment je peux l'arrêter? C'est un problème spécifique qui n'est pas lié à cette session. À regarder si elle n'a pas été lancée par un autoscaling group. Parce que si elle est dans un autoscaling group, c'est l'autoscaling group. Dès qu'on l'arrête, il va redémarrer l'instance parce qu'il est conçu pour ça. Donc plutôt que regarder d'arrêter l'instance à la main, allez dans la console EC2. Dans la partie autoscaling tout en bas, autoscaling group, et voir s'il n'y a pas un autoscaling group qui est configuré et l'arrêter ou mettre sa taille à 0 de manière à ce qu'il ne relance pas d'instance. Voilà pour cette réponse. Bien, il est 13h, merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui, et peut-être que vous avez regardé plusieurs sessions. Hier on parlait compute, aujourd'hui on parlait stockage, aujourd'hui on a parlé Amazon S3 pour stocker vos fichiers pour vos applications. N'oubliez pas Amplify si vous utilisez S3 depuis vos applications ou si vous voulez hoster des sites web statiques, et il y a une vidéo sur mon YouTube qui vous permettra de démarrer rapidement avec Amplify. On a parlé RDS avec différents types d'options RDS et Secret Manager pour stocker vos secrets de base de données. On a parlé EBS, je vous ai montré comment créer un volume, comment créer un snapshot, comment recréer un nouveau volume à partir d'un snapshot, comment monter, attacher, formater un volume à partir d'une instance EC2. Et puis j'ai un tout petit peu parlé d'EFS et je vous ai montré comment créer un volume NFS et comment le monter à partir d'une instance Amazon EC2 pour des volumes partagés NFS. Donc je répète, il y a encore la même chose sous Windows, là je ne vais pas montrer, mais il y a un service équivalent qui s'appelle FSX sous Windows. Voilà pour le menu et le récap d'aujourd'hui. Comme les autres jours, je reste 2-3 minutes pour voir s'il n'y a pas de questions après le broadcast, donc n'hésitez pas encore les poser, j'y répondrai. Et sinon, bien rendez-vous demain pour la prochaine session et la dernière session demain jeudi, même heure, même endroit, donc GoToWebinar ou Twitch/Seb AWS. Demain, nous parlerons réseau, on va créer des VPC, des subnets, on parlera de CIDR range, d'adresse IP, on parlera de table de routage, de routeur, d'Internet Gateway, de NAT, et on terminera avec CloudFront qui est notre CDN qui vous permet de distribuer du contenu à travers la planète très facilement et très proche de vos utilisateurs. Merci d'avoir passé une heure avec nous et d'avoir passé un peu de votre temps, dédié un peu de votre temps pour en apprendre plus sur AWS. Et rendez-vous demain pour un prochain épisode. Bye bye.